Elle nettoyait le hall de l'hôtel à 3 heures du matin, quand le milliardaire a vu la photo de sa femme disparue dans son médaillon, et il est resté figé. Le marbre froid du grand hôtel du Louvre brillait sous les lustres de cristal comme 1000 étoiles prisonnières. Aurélie Chastain pressait l'éponge contre le sol avec des gestes mécaniques, répétitifs, gravés dans ses muscles après des années de ce même ballet silencieux. 4 heures du matin, l'heure où Paris dort encore, où les riches rêvent dans leurs draps de soie pendant que les invisibles effacent leurs traces. Ses mains rougies par l'eau de Javel agrippaient le seau avec une force qui trahissait plus que la fatigue. C'était la rage sourde de ceux qui travaillent dans l'ombre, qui font briller le monde sans jamais en recevoir la lumière. À 20 ans, Aurélie connaissait déjà le poids des responsabilités qu'elle n'aurait jamais dû porter seule. Clara, sa petite sœur, enfin, sa sœur tout court. Même âge, même abandon, même solitude partagée depuis toujours. Mais Clara, fragile Clara avec son cœur qui battait trop vite ou pas assez, qui restait à la maison pendant qu'Aurélie se tuait au travail. Ce matin encore. Elle avait quitté leur minuscule studio à Belleville en laissant Clara endormie, son souffle irrégulier résonnant dans le silence comme un métronome cassé. Le médaillon doré pesait contre sa poitrine, coincé sous son uniforme gris. Aurélie le touchait machinalement. Ce geste devenu rituel, presque superstitieux, c'était tout ce qu'elle possédait de son passé. Une femme élégante, figée dans un médaillon ovale, regard doux et mystérieux. Qui était-elle? Sa mère, une parente lointaine. Les sœurs du couvent Saint-Clair n'avaient jamais voulu répondre. « C'était avec toi quand on t'a trouvée, ma petite. C'est tout ce qu'on sait. Mademoiselle, vous en avez encore pour longtemps. » La voix sèche du superviseur la fit sursauter. Aurélie leva la tête, se redressa en sentant ses genoux craquer. Presque fini. « Monsieur Beaumont, dépêchez-vous. On a du beau monde qui arrive. » Le patron en personne rentre de l'étranger ce matin. Le patron, 20 ans que personne ne l'avait vu, 20 ans qu'il avait fui la France après une tragédie dont on chuchotait encore dans les couloirs. Une jeune épouse disparue, un chagrin inconsolable, un exil volontaire. Gaspard Villedieu, le magnate hôtelier dont l'empire s'étendait désormais jusqu'en Asie. Pourquoi revenait-il maintenant? Aurélie s'en fichait. Les riches et leurs drames n'étaient pas son problème. Elle termina de faire briller le hall d'entrée, vida son seau, rangea son matériel. 6 heures. Sa journée était finie, alors que celle des autres n'avait pas encore commencé. Elle traversait le hall pour rejoindre les vestiaires, quand les portes vitrées s'ouvrirent brutalement. Un homme entra, grand, la quarantaine élégante malgré les cernes profonds, le costume impeccable froissé par des heures d'avion, cheveux poivre et sel, mâchoire serrée, regard hanté d'un bleu-gris presque transparent. Gaspard Villedieu. Aurélie baissa instinctivement la tête, voulant se faire encore plus invisible. Mais son pied glissa sur une flaque qu'elle avait oubliée. Elle trébucha, se rattrapa au comptoir d'accueil. Le médaillon s'échappa de son uniforme, doré et brillant contre le gris terne du tissu. L'homme s'immobilisa. Le monde sembla s'arrêter avec lui. Gaspard Villedieu fixait le médaillon avec une intensité qui glaça Aurélie jusqu'aux os. Son visage se vida de toutes couleurs. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, sans qu'aucun son n'en sorte. Il fit un pas en avant, puis un autre. Comme hypnotisé. Où avez-vous eu ça? Sa voix tremblait, rauque, brisée, celle d'un homme qui voit un fantôme. Aurélie recula instinctivement, sa main se refermant sur le médaillon. « C'est à moi, c'est personnel. Non, c'est impossible. » Gaspard s'approcha encore, trop près, violant l'espace invisible qui sépare les puissants des invisibles. Aurélie sentit son cœur s'emballer. Était-il fou? Dangereux? Ce médaillon, il appartenait à ma femme. Je le lui ai offert il y a 20 ans. Le sang d'Aurélie se figea dans ses veines. Votre? Quoi? Ma femme? Sylvie? Elle l'avait autour du cou le jour où je l'ai perdue. Les mots cognaient dans la tête d'Aurélie comme des coups de marteau. Impossible. Ce médaillon était à elle. Trouvé avec elle au couvent, son seul lien avec... Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Ce n'était plus un ordre, mais une supplication. Quelque chose dans la voix de cet homme, dans son regard désespéré, força Aurélie à obtempérer. Ses doigts tremblants ouvrirent le fermoir de la chaîne. Elle tendit le médaillon, Gaspard le saisit avec une délicatesse infinie, comme s'il tenait un oiseau blessé. Il l'ouvrit, une photo apparut.
la même femme élégante qu'Aurélie avait contemplée des milliers de fois, mais pour Gaspard, c'était une déchirure vivante. Mon Dieu, c'est bien lui, le fermoir. Là, vous voyez, je l'avais fait graver. Pour Sylvie, mon étoile. Il retourna le médaillon. Effectivement, des lettres minuscules gravées dans l'or. Pour Sylvie, mon étoile. Aurélie ne les avait jamais remarquées. Comment l'avez-vous eu? Qui êtes-vous? Les questions fusaient, pressantes, désespérées. Aurélie recula encore, se cognant contre le comptoir. Je ne sais pas. On me l'a donné au couvent. Quand on m'a trouvée, c'était avec moi. C'est tout ce qu'on m'a dit. Quel couvent? Le couvent Saint-Clair, à Belleville. J'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Gaspard chancela. Le veilleur de nuit se précipita pour le soutenir, mais il le repoussa d'un geste. Saint-Clair, vous avez quel âge? 20 ans. Pourquoi? Quelque chose passa dans le regard de l'homme. Une compréhension terrible. Une hypothèse impensable qui prenait forme. 20 ans. Sylvie a disparu il y a 20 ans. Elle était enceinte. De jumelles. Le monde vacilla sous les pieds d'Aurélie. Non, c'est ridicule. Je suis orpheline. Mes parents sont morts. Les sœurs me l'ont dit. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit exactement? Aurélie voulut répondre, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Que lui avait-elle dit, au juste? Qu'on l'avait trouvée, qu'elle était seule, que ses parents étaient morts, mais aucune preuve, aucun document, juste des paroles vagues, des regards fuyants quand elle posait trop de questions. Je ne sais pas. Ils n'ont jamais voulu me donner de détails. Gaspard serrait le médaillon si fort que ses jointures blanchissaient. Il faut que je voie les registres du couvent. Il faut que je comprenne. Si ce médaillon était avec vous, si Sylvie... Sa voix se brisa. Il se détourna, passa une main tremblante sur son visage. Monsieur Villedieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais ce médaillon est tout ce que j'ai. Je ne peux pas. Gardez-le, bien sûr. Il le lui rendit presque violemment, comme si le contact brûlait. Mais je dois savoir, vous comprenez? 20 ans que je cherche, 20 ans que je me demande ce qui s'est passé cette nuit-là à Cannes. Et maintenant, vous apparaissez avec ce médaillon. Le portable d'Aurélie vibra dans sa poche. Un message de Clara, besoin de toi, tout de suite. Crise. La panique remplaça instantanément toute autre émotion. Clara, sa sœur, sa responsabilité. Je dois y aller. Ma sœur est malade, elle. Attendez, je ne connais même pas votre nom. Aurélie Chastain. Elle se précipita vers la sortie, mais la voix de Gaspard la poursuivit. Mademoiselle Chastain, si vous saviez quelque chose, n'importe quoi sur l'origine de ce médaillon, j'ai besoin de réponses, j'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à ma femme, à mes filles. Aurélie s'arrêta sur le seuil, serrant le médaillon contre sa poitrine. Elle se retourna lentement. L'homme la fixait avec une intensité qui lui fit peur. Pas la peur physique, mais celle de voir son monde s'effondrer. Vos filles sont mortes, monsieur. Les sœurs m'ont dit que mes parents étaient morts. C'est tout ce que je sais. Elle disparut dans la brume glacée de décembre, laissant Gaspard Villedieu seul dans le hall étincelant de son hôtel. Il regardait fixement l'endroit où elle s'était tenue, le médaillon qu'elle portait gravé dans sa mémoire comme une brûlure. Pour Sylvie, mon étoile, quelque part, entre les mensonges et les années, la vérité attendait, et elle venait de sonner à sa porte, sous la forme d'une fille de 20 ans, portant le seul objet qu'il avait offert à sa femme disparue. Cannes. 20 ans plus tôt, le soleil de la Côte d'Azur éclaboussait la terrasse de l'hôtel Martinez d'une lumière dorée, presque irréelle. Sylvie Villedieu, 20 ans, rayonnait dans sa robe blanche légère, une main posée sur son ventre à peine arrondi, 6 mois de mariage, 3 mois de grossesse, des jumelles, le bonheur à l'état pur. Gaspard ne pouvait détacher son regard d'elle. Comment avait-il eu cette chance? Lui, l'héritier d'une dynastie hôtelière, élevé dans le marbre froid et les conventions, avait trouvé l'amour dans un café parisien ordinaire. Sylvie servait le café, lui buvait seule, fuyant une énième réception mondaine. Leurs regards s'étaient croisés et le monde avait basculé. « Tu rêves encore ?» sourit Sylvie en caressant sa joue. « Je rêve toujours quand je te regarde. » Elle rit, ce rire cristallin qui le faisait fondre. « Arrête, tu vas me faire rougir devant tout Cannes. »
Il glissa le médaillon autour de son cou. Un ovale d'or avec sa photo à l'intérieur, gravé au dos. Pour Sylvie, mon étoile. Pour que tu ne m'oublies jamais, même quand je serai vieux et grincheux. Impossible de t'oublier. Tu es gravé ici. Elle posa sa main sur son cœur, puis sur son ventre. Et elles aussi te porteront toujours avec elles. Ce fut leur dernier moment de bonheur parfait. Le soir même, Sylvie voulut marcher le long de la croisette. Gaspard était fatigué, proposa de rester à l'hôtel. Elle insista gentiment. L'air marin faisait du bien au bébé. Il céda. Comment aurait-il pu savoir? Elle ne revint jamais. Appel frénétique, police, recherche. La Méditerranée resta muette. Sylvie Villedieu avait disparu entre le coucher du soleil et la nuit noire, engloutie comme si elle n'avait jamais existé. Son corps ne fut jamais retrouvé. Officiellement, noyade accidentelle. Officieusement, mystère complet. Gaspard avait cherché, pendant des mois, des années, jusqu'à ce que la folie le guette. Alors il était parti, loin, construire des hôtels à l'autre bout du monde pour ne plus penser. Pour survivre, présent le taxi déposa Aurélie devant leur immeuble délabré de Belleville. Elle grimpa les escaliers 4 à 4, le cœur battant. Clara, toujours Clara et son cœur fragile qui menaçait de lâcher à chaque crise, elle trouva sa sœur recroquevillée sur le canapé éventré. Le teint cireux, une main pressée contre sa poitrine. « Clara, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait mal, comme des coups de couteau. » Aurélie composa le SAMU d'une main tremblante. 15 minutes. L'ambulance mit 15 minutes à arriver pendant qu'elle tenait Clara contre elle, murmurant des promesses qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir. À l'hôpital Tenon, le diagnostic tomba comme une sentence. Décompensation cardiaque sévère. Elle a besoin d'une intervention chirurgicale rapidement, très rapidement. Le cardiologue, Dr Arnaud, regardait Aurélie avec une compassion professionnelle qui la glaça. Quel genre d'intervention ? Réparation valvulaire complexe. Avec son historique, c'est délicat et coûteux. Votre mutuelle couvre-t-elle ? Combien ? Le chiffre qu'il annonça fit tourner la tête d'Aurélie. Même en travaillant 100 ans, elle n'aurait jamais cette somme. Clara était condamnée parce qu'elles étaient l'anti-pauvre. Parce que la vie ne valait quelque chose que si on pouvait la payer, elle s'assit dans la salle d'attente, la tête entre les mains. Le médaillon pesait contre sa poitrine comme un reproche. Cette femme élégante dans le cadre doré, qui était-elle ? Qu'avait-elle à voir avec Gaspard Villedieu ? Et si par impossible ? Non, c'était ridicule, des coïncidences, rien de plus. Son téléphone sonna, numéro inconnu. Mademoiselle Chastain, Gaspard Villedieu à l'appareil. J'ai obtenu votre numéro par les ressources humaines de l'hôtel. Je suis désolée de cette intrusion, mais il faut qu'on parle, le médaillon. Je peux vous aider à comprendre d'où il vient. Je ne peux pas, ma sœur est à l'hôpital, elle... Sa voix se brisa. Pourquoi racontait-elle ça à un inconnu ? Quel hôpital ? Tenon. Mais écoutez, J'arrive. Il raccrocha. 21 minutes plus tard, Gaspard Villedieu franchissait les portes automatiques de l'hôpital comme un ouragan contrôlé. Il repéra Aurélie immédiatement, reconnaissant cette posture d'épuisement et de désespoir qu'il connaissait trop bien. « Votre sœur, qu'est-ce qu'elle a ? En quoi ça vous concerne ? Répondez, s'il vous plaît. » Il y avait quelque chose dans son ton, pas de la pitié, de l'urgence, comme si chaque détail comptait pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore. Cardiopathie congénitale. Elle a besoin d'une opération, qu'on n'a pas les moyens de payer. Gaspard pâlit visiblement. Cardiopathie ? Congénitale ? Oui, depuis la naissance apparemment. Pourquoi ? Qu'est-ce que... Sylvie, ma femme, elle avait une légère malformation cardiaque, héréditaire. Les médecins nous avaient prévenu que les bébés pourraient... Il ne termina pas sa phrase. Aurélie le regardait comme s'il venait de parler chinois. Vous n'insinuez quand même pas que... Je veux voir le dossier médical de votre sœur, tout, depuis sa naissance. Vous êtes complètement fou. Clara est ma sœur. On a grandi ensemble, on s'est trouvés. Elle s'interrompit. Se trouver comment ? Exactement. C'était flou, tellement flou. Clara était apparue un jour dans sa vie au couvent, toute petite, malade. Les sœurs avaient dit qu'elle était sa sœur. Elle l'avait cru. Pourquoi aurait-elle douté ? Mademoiselle Chastain, Aurélie, écoutez-moi. Je ne sais pas encore ce qui se passe, mais ce médaillon n'a pas atterri autour de votre cou par hasard. Ma femme était enceinte de jumelles quand elle a disparu. Vous avez 20 ans.
Votre sœur a 20 ans. Vous avez toutes les deux été, trouvées, et maintenant Clara a la même pathologie cardiaque que Sylvie. Le monde tournait, les murs blancs de l'hôpital se rapprochaient dangereusement. Ça ne prouve rien, ce sont des coïncidences. Les coïncidences n'existent pas à ce point. J'ai engagé des détectives privés ce matin, les meilleurs. Ils vont éplucher tout, le couvent, les registres de naissance, les dossiers médicaux. Mais en attendant, laissez-moi payer l'opération de Clara. Quoi? Non, je ne veux pas de votre charité. On se débrouille très bien toute seule. Votre sœur est en train de mourir. Les mots claquèrent comme une gifle. Aurélie sentit les larmes monter, brûlantes, humiliantes. Vous croyez que je ne le sais pas. Vous croyez que je ne vis pas avec ça chaque jour. Mais je ne vendrai pas mon âme pour de l'argent, même si c'est le vôtre. Gaspard s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Ce n'est pas de la charité, si mes soupçons sont justes. Si vous êtes Dieu, je n'arrive même pas à le dire. Si vous êtes ma fille, alors Clara est ma fille aussi, et je ne laisserai pas mourir ma fille. Le silence s'installa, lourd, chargé d'impossibilités. Faites les tests ADN, reprit-il plus doucement. Acceptez l'argent pour l'opération. Après, si je me trompe, si tout ça n'est qu'un délire, vous ne me reverrez plus jamais. Mais si j'ai raison, si vous avez raison, ça veut dire que quelqu'un nous a menti toute notre vie, que quelqu'un a séparé deux sœurs, que quelqu'un a fait disparaître votre femme. Oui, ça veut dire exactement ça. Aurélie ferma les yeux. Le médaillon brûlait contre sa peau. Dans le cadre doré, la femme élégante souriait, figée pour l'éternité, Sylvie. Et si c'était elle? Et si cette inconnue était sa mère? D'accord. Pour Clara. Uniquement pour Clara. Mais je veux la vérité, toute la vérité. Gaspard hocha la tête. Quelque chose comme du soulagement passant sur son visage fatigué. Je vous la donnerai, même si elle nous détruit tous. Il se leva, sortit son téléphone, passa plusieurs appels. En 10 minutes, l'opération de Clara était programmée, les meilleurs chirurgiens réquisitionnés, tous les frais couverts, le pouvoir de l'argent dans toute sa brutalité efficace. Pendant ce temps, Aurélie regardait par la fenêtre les lumières de Paris qui s'allumaient dans le crépuscule. Quelque part dans cette ville, dans ses archives poussiéreuses et ses secrets enfouis, leur passé attendait, et elle n'était plus sûre de vouloir le déterrer. Mais Clara méritait de vivre, même si la vérité devait les tuer. L'hôtel particulier des Villedieu dans le 16e arrondissement ressemblait à un mausolée. Marbre blanc, lustres anciens, portraits d'ancêtres au regard sévère. Gaspard traversa le hall d'entrée, avec l'impression de pénétrer dans un tombeau glacé. 20 ans qu'il avait fui cet endroit. 20 ans que sa mère y régnait seule, gardienne d'un empire et d'un nom qu'elle protégeait comme un dragon protège son trésor. Colette Villedieu l'attendait dans le salon bleu, assise sur un fauteuil Louis XV comme sur un trône. 65 ans, dos droit, chignon impeccable, perles autour du cou, belle encore, d'une beauté froide et coupante comme du cristal. Ses yeux gris acier se posèrent sur son fils avec une expression indéchiffrable. « Gaspard, enfin de retour. J'espérais que tu aurais la décence de prévenir ta mère. Je ne suis pas là pour les civilités, maman. » Il jeta le dossier sur la table basse. Photos, documents, le médaillon ouvert montrant le portrait de Sylvie. « Je veux savoir ce que tu sais sur ça. » Colette ne bougea pas. Ses yeux se posèrent brièvement sur le médaillon, puis revinrent vers son fils. Aucune surprise, aucune émotion, comme si elle regardait un objet parfaitement banal. « C'est le bijou que tu avais offert à cette fille, Sylvie. Où l'as-tu retrouvé? Une jeune femme le porte, une fille de 20 ans qui travaille comme femme de ménage au Grand Hôtel. Elle dit l'avoir reçue au couvent Saint-Clair quand elle était bébé. » Un silence tomba, épais, suffocant. Fascinant. Les objets ont parfois des histoires étranges. Non, il a dû être revendu après. L'accident. L'accident. Tu continues à appeler ça un accident. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ta femme s'est noyée à Cannes. C'était tragique, mais c'est la vie. Tu t'es enfui comme un lâche au lieu d'accepter la réalité. La rage monta dans la gorge de Gaspard comme de la bile. Cette fille a 20 ans, maman. 20 ans. Elle a une sœur. Elles ont toutes les deux été abandonnées. Et l'une d'elles a une cardiopathie congénitale. Comme Sylvie. Quelque chose passa dans le regard de Colette. Un éclair furtif, trop rapide pour être identifié.
Puis elle sourit, un sourire froid qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Tu es en train de devenir paranoïaque, mon fils. Tu vois des complots partout, c'est pathétique. Donne-moi accès aux comptes. » « Tous les comptes, je veux savoir où est allé chaque centime de la fortune familiale pendant ces 20 dernières années. » « Absolument pas. » Elle se leva, majestueuse, terrifiante dans sa certitude. « Tu as fui tes responsabilités. Tu as abandonné l'empire que ton père et moi avons bâti. Pendant que tu jouais les touristes en Asie, c'est moi qui ai tout maintenu, moi seule. Et maintenant tu reviens avec tes accusations délirantes. Je veux la vérité. La vérité, mon chéri. C'est que tu t'es marié avec une moins que rien, une serveuse. Tu nous as couverts de honte. Et quand elle est morte, tu as préféré fuir, plutôt que d'assumer. Sylvie n'était pas une moins que rien. Le cri résonna dans le salon. Colette ne s'y a pas. Elle était parfaite pour toi, justement, médiocre. Soumise, reconnaissante, mais totalement inadaptée à notre monde, son accident fut peut-être une bénédiction déguisée. Gaspard sentit ses poings se serrer. Comment avait-il pu naître de cette femme? Comment partageait-il le même sang que cette créature de glace? Je vais découvrir ce qui s'est passé, avec ou sans ton aide. Vraiment. Et tu comptes faire comment? Elle se rassit, croisa les jambes avec élégance. Tu n'as accès à rien. Les comptes principaux sont sous mon contrôle. Tu te souviens? Clause testamentaire de ton père. Tant que je suis vivante, c'est moi qui décide. Et crois-moi, je ne te donnerai pas un centime pour poursuivre tes fantasmes. Tu ne peux pas bloquer tout. Non, mais je peux bloquer 80%. Et surtout, je peux activer d'autres clauses. Celles qui te déshéritent si tu adoptes des bâtardes ou si tu t'associes à des personnes inadéquates. C'était dans le contrat de mariage que tu as signé avec Sylvie, tu te souviens? Gaspard se figea. Il avait oublié, sous la pression de sa mère. Il avait signé un contrat draconien. Si Sylvie et lui avaient des enfants non reconnus, s'ils tentaient d'introduire des éléments indésirables dans la famille, tu n'oserais pas. Oh mon chéri, j'oserais tout pour protéger notre nom, tout. Elle se leva, s'approcha de lui, posa une main glacée sur sa joue. Oublie cette fille et sa sœur mourante. Reprends ta place ici, épouse quelqu'un de notre monde et de vrais héritiers, ou perds tout. Gaspard recula comme si elle l'avait brûlé. Clara ne va pas mourir. Je paie son opération. Avec quel argent? Celui que je contrôle. Elle sourit, victorieuse. Chaque transfert au-dessus de 50 000 € nécessite ma signature. Tu le sais. Et je ne signerai rien pour une bâtarde qui prétend être ta fille. Je trouverai un moyen. Non, tu ne trouveras rien. Parce que tu ne veux pas me perdre, n'est-ce pas? Au fond, tu es encore mon petit garçon, mon héritier. Tu veux ma reconnaissance, mon amour. Je te hais. Les mots sortirent dans un souffle. Colette rit. Un rire cristallin, cruel. Non, tu m'aimes. C'est bien pire. Et c'est pour ça que tu finiras par obéir. À l'hôpital Tenon. Clara ouvrait les yeux dans la pénombre de sa chambre. Aurélie dormait sur la chaise inconfortable, la tête renversée. Épuisée, Clara observa sa sœur. Celle qui avait toujours été là, toujours protectrice, toujours forte. Mais des images défilaient dans sa tête, fragmentées, floues, comme des photos jetées dans l'eau. Lavande, l'odeur de la lavande partout, un mât, une grande maison blanche sous le soleil, des mains qui la poussent. Tu n'es rien, juste une domestique, tu me serviras. Une voix de femme, froide, terrible. Si tu parles, ta sœur mourra, tu comprends? Je la tuerai. Désinfectant. Médicaments. Seringue. Et cette femme, toujours cette femme élégante qui pleurait en silence. Mes bébés, mes petites filles, pardon. Clara se redressa brusquement, le cœur battant à tout rompre. Les moniteurs se mirent à biper frénétiquement. Aurélie se réveilla en sursaut. Clara, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens, Aurélie, je me souviens de quelque chose. De quoi? Calme-toi. Tu vas? Un mas, dans le sud, il y avait une femme. Elle était prisonnière, et elle pleurait tout le temps. Les mots sortaient en cascade, confus, terrifiants. Et il y avait une autre femme, méchante, tellement méchante. Elle me frappait. Elle disait que j'étais sa domestique, que je devais obéir ou... Clara, c'est impossible. Tu as toujours été avec moi, au couvent, depuis toute petite. Non,
C'est faux. Je n'étais pas au couvent au début. J'étais ailleurs, dans cette maison, avec cette femme qui pleurait. Et elle m'appelait. Clara se tut, les yeux écarquillés. Elle m'appelait comment ? Demanda Aurélie, la gorge serrée. Ma fille. Elle m'appelait ma fille. Et elle disait qu'elle avait une autre fille, qu'on nous avait séparés, qu'elle était désolée, tellement désolée. Le monde s'effondra autour d'Aurélie. Le médaillon brûlait contre sa poitrine. Cette femme dans le cadre, Sylvie, celle qui pleurait dans les souvenirs fragmentés de Clara. Non, non, ce n'est pas possible. Mais Clara agrippait son bras, les ongles s'enfonçant dans la chair. Elle est morte quand j'avais 13 ans. Dans mes bras, elle est morte. Et la méchante femme a dit que c'était bien, qu'elle avait enfin fini de salir notre maison. Puis elle m'a chassée, jetée dehors comme un chien. C'est là que tu m'as trouvée, dans la rue. Tu te souviens ? Aurélie se souvenait. Clara, 13 ans, sale, terrifiée, à moitié morte de faim près de la gare du Nord. Elle l'avait ramenée au couvent. Les sœurs avaient dit qu'elle était amnésique, qu'il ne fallait pas la brusquer. Amnésique, ou traumatisée au point d'avoir tout enfoui. Cette femme méchante, tu te souviens d'elle, de son visage ? Clara ferma les yeux, cherchant dans les brumes de sa mémoire. Vieille, élégante, des perles, toujours des perles, et des yeux comme de la glace, qui me regardaient comme si j'étais moins que rien. La porte s'ouvrit. Gaspard entra, le visage ravagé. « Il faut qu'on parle, ma mère. Colette, elle bloque tout. L'argent, les comptes, l'opération. Elle dit que Clara est une bâtarde, qu'elle ne mérite pas. » Il s'interrompit en voyant l'expression d'Aurélie. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Décrivez votre mère. » « Quoi ? Décrivez-la, maintenant. » Gaspard fronça les sourcils, décontenancé. Grande, élégante, cheveux gris, chignon strict. Elle porte toujours des perles, et ses yeux sont gris, froids, comme de la glace. Ce n'était pas une question. Clara venait de parler, la voix tremblante. C'est elle, la femme du mas, celle qui me frappait, celle qui a laissé mourir l'autre femme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis Gaspard comprit, et quelque chose se brisa en lui, définitivement. Le café près de la gare de Cannes sentait le tabac froid et l'espresso trop serré. Gaspard fixait l'homme assis en face de lui. Dehors, Laurent Mercier, 72 ans, ancien médecin urgentiste, retraité depuis 10 ans, celui que les détectives avaient retrouvé après des jours de recherches acharnées. « Vous dites que vous avez gardé des copies ?» demanda Gaspard, la voix tendue. Le vieil homme hocha la tête, ses mains tremblantes autour de sa tasse. « Oui, j'ai toujours su que quelque chose clochait. Cette nuit-là, votre femme n'était pas dans l'eau depuis assez longtemps. Les signes ne correspondaient pas. Et puis il y avait ces ordres qui venaient d'en haut. Signer le certificat de décès. Ne posez pas de questions. Quels ordres ? De qui ? De l'administration hospitalière. Mais on savait tous d'où ça venait vraiment. Votre mère, Monsieur Villedieu, elle a fait pression. Beaucoup de pression. Et beaucoup d'argent a changé de main. » Gaspard sentit ses entrailles se tordre. Aurélie, assise à côté de lui, resta silencieuse, pétrifiée. « Qu'est-ce que vous avez trouvé exactement ? » Sur Sylvie, Döder, Mercier sortit une enveloppe jaunie de sa veste, des photocopies de documents médicaux. Vieille de 20 ans, pas de traces d'eau dans les poumons, température corporelle incompatible avec plusieurs heures d'immersion. Et surtout, elle était vivante quand on l'a amenée. Le monde s'arrêta. Quoi ? Vivante. Inconsciente, mais vivante. Pouls faible mais présent. J'étais de garde cette nuit-là. Je me souviens de son visage. Elle était si jeune, si belle et enceinte. Alors pourquoi le certificat de décès ? Parce qu'on m'a obligée à le signer 2 heures après son arrivée. Votre mère est venue avec des avocats, des menaces. Elle m'a dit que si je parlais, ma carrière était finie, ma famille ruinée. Alors j'ai signé. Dieu me pardonne. J'ai signé. Il but une gorgée de café, les yeux humides. Mais je n'ai jamais oublié. Et quand j'ai vu vos détectives poser des questions, j'ai compris que le moment était venu. Voici tout ce que j'ai gardé. Gaspard parcourut les documents, rapport d'admission, état clinique, et surtout, une annotation manuscrite du DR, Mercier,
patiente transférée vers destination inconnue sur ordre familial. Aucune trace officielle, signée sous contrainte. Où l'ont-ils emmenée? Je ne sais pas. Une ambulance privée est venue. Pas d'insigne officiel. Ils l'ont embarquée. Et plus rien, comme si elle n'avait jamais existé. Aurélie prit la parole pour la première fois. La voix blanche. Et les bébés? Elle était enceinte de jumeaux. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Aucune trace dans les registres. Officiellement, les bébés sont morts-nés. 2 certificats de décès signés par un obstétricien que je n'ai jamais vu à l'hôpital. Tout était falsifié. Gaspard se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Elle l'a kidnappé. Ma propre mère a kidnappé ma femme enceinte. Elle a falsifié des documents. Elle a fait disparaître mes filles. Il semble que oui, murmura le dodeur. Mercier, je suis désolée. J'aurais dû parler plus tôt. Mais j'avais peur. Tellement peur. Le mât provençal se dressait au bout d'un chemin de terre sinueux, perdu au milieu des champs de lavande fanée, pierres blanches délavées par le soleil, volets fermés, air abandonné. Aurélie et Gaspard étaient venus directement depuis Cannes, guidés par une adresse trouvée dans les comptes secrets de Colette, une propriété acquise il y a 20 ans, enregistrée sous un nom de société fantôme. Gaspard força la serrure. La porte grinça en s'ouvrant sur l'obscurité poussiéreuse. L'odeur les frappa immédiatement. Moisissure, renfermée, et quelque chose de plus sombre, plus terrible. « Mon Dieu !» souffla Aurélie. Le rez-de-chaussée ressemblait à une maison ordinaire, un peu négligée, mais dans la cuisine, des barreaux avaient été installés aux fenêtres, des cadenas sur les placards, et partout, cette sensation oppressante d'une prison déguisée. En bas, il y a un escalier, dit Gaspard, la cave. Ils descendirent les marches de pierre glacée. Gaspard alluma sa lampe torche. La lumière révéla une pièce aménagée. Un lit, une table, une chaise, des livres empilés, des vêtements de femmes, démodés, 20 ans d'âge. Et sur les murs, des griffures, des centaines de griffures. Aurélie s'approcha. Les griffures formaient des mots, gravés dans la pierre avec les ongles, avec du sang séché. Gaspard. Pardon mes bébés, où êtes-vous, Aurélie, Clara? Maman vous aime, ne m'oubliez pas. Elle porta la main à sa bouche, un sanglot montant dans sa gorge. Gaspard s'effondra à genoux, la lampe torche tremblant dans sa main. Ces mots, les dernières pensées de Sylvie, gravées dans la pierre de sa prison. Elle était là, pendant 20 ans. Elle était là et je ne savais pas. Je ne savais pas. Aurélie s'accroupit près de lui, les larmes coulant librement maintenant. Ce n'était pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir. J'aurais dû chercher plus. J'aurais dû... Regardez. Elle pointait le coin de la pièce, une petite valise en tissu, cachée sous le lit. Ils l'ouvrirent ensemble. À l'intérieur, des vêtements de bébé, 2 ensembles identiques, rose et blanc, et une enveloppe. L'écriture tremblante de Sylvie, à mes filles, Aurélie et Clara. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez trouvé la vérité. Je suis désolée, tellement désolée de ne pas avoir pu vous protéger. Colette nous a séparés le jour de votre naissance. Elle vous a arraché de mes bras, Aurélie. Elle t'a emmenée immédiatement, Clara. Elle t'a gardée ici, comme domestique, pour me torturer, pour me faire payer d'avoir sali leur nom. Je meurs lentement. Les médicaments qu'elle me force à prendre détruisent mon cœur, comme ils détruiront peut-être le tien. Clara, ma pauvre chérie, elle t'a fait subir les mêmes injections pour te punir d'exister. Votre père ne sait rien. Il est innocent. Dites-lui que je l'ai aimé jusqu'à mon dernier souffle. Dites-lui de ne pas se sentir coupable. Vivez, vivez pour l'amour qu'on nous a volé. Soyez libre, soyez heureuse. Je vous aime, pour toujours. Maman, le silence qui suivit fut brisé par les sanglots de Gaspard. 20 ans. 20 ans que Sylvie avait vécu dans ce trou, séparée de ses enfants, empoisonnée lentement, et lui ne savait rien. Aurélie tenait la lettre contre son cœur, les mots résonnant dans sa tête. Maman, pour la première fois de sa vie, ce mot avait un visage. Un nom, une histoire. Clara, murmura-t-elle soudain. Il faut qu'elle lise ça. Elle a besoin de savoir qu'elle était aimée, qu'on ne l'a pas abandonnée. Gaspard essuya ses larmes, se redressa péniblement, et on a besoin de ces preuves, pour détruire Colette. Pour qu'elle paie, ils remontèrent de la cave, emportant la valise et son contenu.
À la lumière du jour, le mas paraissait encore plus sinistre. Une maison ordinaire cachant un crime monstrueux. Il y a peut-être d'autres preuves, dit Aurélie. Des documents, des traces. Ils fouillèrent méthodiquement dans une commode au premier étage. Ils trouvèrent un journal, le journal de Sylvie. 20 ans de captivité couchés sur papier. Les premières pages parlèrent d'espoir. Gaspard me trouvera. Les dernières pages parlèrent de résignation. Je ne verrai jamais mes filles grandir. Et surtout, elle mentionnait Colette, ses visites cruelles, ses mots venimeux, comment elle se vantait d'avoir tout organisé, l'accident factice, les documents falsifiés, la séparation des jumelles. C'est une confession complète, souffla Gaspard. Avec ça, on peut la faire condamner, si la justice nous écoute, répondit Aurélie amèrement. Elle a de l'argent, du pouvoir, des relations. Elle n'a plus le choix. On a le corps de Sylvie enterré quelque part ici. Les autopsies le prouveront. Elle ne pourra pas échapper à ça. Ils sortirent du mât, le journal sous le bras, la valise à la main. Le soleil de Provence brillait avec une ironie cruelle sur cette maison de l'horreur. On rentre à Paris, dit Gaspard. On montre tout ça à Clara, puis on va voir la police. Et Colette paiera, pour chaque jour de souffrance, pour chaque larme, pour chaque vie qu'elle a détruite. Aurélie regarda une dernière fois le mât. Sa mère avait vécu là, était morte là. 20 ans de calvaire dans ce tombeau blanc. Elle toucha le médaillon autour de son cou. « Pour toi, maman, on fera justice. Je te le promets. » Le vent fit bruisser la lavande morte. Quelque part sous cette terre, Sylvie reposait enfin. Mais son histoire, elle, venait à peine d'être exhumée. Et elle allait tout détruire sur son passage. Le laboratoire d'analyse médicale sentait l'antiseptique et l'attente. Aurélie fixait l'enveloppe scellée posée sur la table comme si elle contenait une bombe. À côté d'elle, Gaspard respirait difficilement, les mains crispées sur ses genoux. Clara, encore pâle de sa dernière crise, serrait les doigts d'Aurélie à les briser. Le deheur, Fontaine, généticien renommé, ouvrit l'enveloppe avec une lenteur professionnelle insupportable. Les résultats sont formels. Aurélie et Clara Chastain sont bien sœurs jumelles non identiques, et toutes deux sont les filles biologiques de Gaspard Villedieu et, il consulta ses notes, Sylvie Moreau, selon l'ADN prélevé sur les effets personnels que vous m'avez fournis. Le silence tomba comme une pierre dans un puits sans fond. « C'est impossible », souffla Clara. « On nous a toujours dit que nos parents étaient morts, qu'on était orphelines. »« Vous n'étiez pas orpheline, » répondit le dedeur, Fontaine doucement. « Vous étiez volée. » Gaspard se leva brusquement, fit quelques pas, revint. Ses filles, ces 2 jeunes femmes étaient ses filles. 20 ans, il avait perdu 20 ans avec elles. 20 ans pendant lesquels elles avaient souffert, survécu seules, pendant que lui construisait des hôtels à l'autre bout du monde. « Papa », le mot sortit de la bouche d'Aurélie comme une expérience, une tentative. Étrange, nouveau, terrifiant. Gaspard se retourna. Les larmes coulaient librement sur son visage. « Je suis tellement désolée. Si j'avais su, si j'avais cherché plus. »« Vous ne pouviez pas savoir, » dit Clara, la voix tremblante. Personne ne pouvait savoir. Elle était trop forte, trop cruelle, Colette. Le nom flottait entre eux comme un poison. Aurélie sentit quelque chose se briser en elle, toute sa vie. Elle s'était construite sur une identité fausse, orpheline, travailleuse acharnée, protectrice de sa sœur. Mais maintenant elle était l'héritière d'une dynastie, la fille d'un magnate, la petite fille d'un monstre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda-t-elle. Gaspard essuya ses larmes, retrouvant peu à peu son masque de businessman impitoyable. On va chez ma mère, avec ses résultats, avec le journal de Sylvie, avec toutes les preuves, et elle va payer. L'hôtel particulier des Villedieu n'avait jamais paru aussi sinistre. Gaspard entra sans frapper, Aurélie et Clara sur ses talons. Le majordome tenta de les arrêter, mais Gaspard le repoussa d'un geste. Où est-elle ? Madame est dans son bureau privé, mais ils montèrent l'escalier de marbre, chaque pas résonnant comme un glas. Gaspard poussa violemment la porte du bureau. Colette était là, assise à son secrétaire Louis XVI, plume à la main, image parfaite de l'élégance aristocratique. Elle leva les yeux, vit son fils, puis les 2 jeunes femmes. Pas une trace d'émotion sur son visage de porcelaine. « Gaspard, je vois que tu as amené tes protégés,
Mes filles, tes petites filles. Il jeta l'enveloppe du laboratoire sur le bureau. Les résultats ADN s'éparpillèrent. Tu veux voir les preuves? Les voilà. Aurélie et Clara sont mes filles. Les filles de Sylvie, celles que tu as volées à la naissance. Colette regarda les papiers sans les toucher, comme s'ils étaient incontaminés. Des tests ADN, fascinants. Ça ne prouve rien sur la façon dont elles sont arrivées là où elles sont. On a trouvé le mas, la cave où tu as enfermé Sylvie pendant 20 ans, pour la première fois. Quelque chose passa sur le visage de Colette. Une fissure dans le masque. On a son journal, continua Gaspard. 20 ans de captivité. Elle raconte tout. Comment tu l'as kidnappée. Comment tu as falsifié sa mort. Comment tu as séparé les jumelles. Comment tu as empoisonné Clara avec les mêmes médicaments qui ont tué Sylvie. Clara fit un pas en avant, la voix tremblante de rage. Je me souviens de vous, de vos gifles, de vos insultes. Vous m'appeliez la bâtarde, la domestique. Vous m'avez fait regarder ma mère mourir sans rien faire, sans appeler de médecin. Tu te souviens? Ricana Colette, comme c'est touchant, une petite amnésique qui retrouve soudainement la mémoire. Les souvenirs reviennent, répliqua Clara, chaque jour un peu plus, et avec eux, toute votre cruauté. Colette se leva lentement, majestueuse même face à l'accusation. Vous croyez vraiment que quelqu'un vous croira, moi, Colette Villedieu, pilier de la haute société parisienne, contre 2 petites moins que rien, et mon fils mentalement instable? La police te croira, gronda Gaspard. La justice te croira, les preuves sont accablantes. Vraiment. Et qui va financer ce joli procès, toi? Avec quel argent? Elle sourit. Terrible. J'ai activé toutes les clauses ce matin. Tu es coupé de 80% de la fortune familiale. Tes comptes sont gelés. Tu ne peux plus rien payer. Ni avocat, ni opération pour cette petite malade. Elle pointa Clara avec dédain. Elle mourra dans quelques semaines. Son cœur ne tiendra pas, exactement comme sa pathétique mère. Vous êtes un monstre, cracha Aurélie. Je suis une survivante, ma petite. Je protège ce qui est à moi, cette famille, ce nom, cette dynastie, et je ne laisserai pas 2 bâtards la détruire. On n'est pas des bâtardes, répliqua Aurélie. On est vos petites filles, votre sang, mon sang, ricana Colette. Mon sang est pur. Noble, le vôtre est souillé par cette traînée de serveuses, Sylvie Moreau, même son nom était ordinaire, médiocre, comme elle, comme vous. Gaspard avança vers sa mère, tremblant de rage contenue. Tu l'as kidnappée, tu l'as enfermée, tu l'as empoisonnée, et maintenant tu empoisonnes Clara. Tu es une meurtrière. Je suis une protectrice. J'ai fait ce qui devait être fait. Sylvie n'était pas digne de toi. Ses enfants n'étaient pas dignes de notre nom. Alors je les ai retirés, proprement, efficacement. Où est le corps de Sylvie? Demanda soudain Clara. Où l'avez-vous enterré? Colette sourit, un sourire glacial. Pourquoi te le dirais-je? Pour que vous puissiez avoir une sépulture touchante, une pierre tombale avec des fleurs. Elle est morte comme elle a vécu, dans l'obscurité, dans l'oubli. Tu es folle, complètement folle. Non, mon fils, je suis lucide, et je vais gagner, parce que j'ai l'argent, le pouvoir, les relations, pendant que vous n'avez rien, des papiers, des accusations, rien de plus. Le téléphone de Gaspard sonna, il décrocha, écouta, pâlit. Quoi? Quand? Il raccrocha, se tourna vers Colette. Tu as fait bloquer l'opération de Clara par une ordonnance judiciaire. Tu as fait intervenir un juge pour l'empêcher de recevoir des soins. Exactement. Si elle doit mourir, qu'elle meure vite, ça nous épargnera un procès long et ennuyeux. Clara vacilla. Aurélie la rattrapa, la rage bouillant dans ses veines. Vous allez la tuer. Vous allez tuer votre propre petite fille. Elle n'est pas ma petite fille. C'est un accident, une erreur. Et les erreurs doivent être corrigées. Gaspard sortit son téléphone, composa un numéro. Maître Beaumont, c'est Gaspard Villedieu. J'ai besoin de vous, immédiatement, pour attaquer ma mère en justice. Oui, pour meurtre. Enlèvement, falsification de documents, tout. Il raccrocha, fixa Colette. Je vais te détruire. Même si ça me prend le reste de ma vie, même si je dois tout perdre. Tu paieras pour ce que tu as fait. Colette ne s'y a pas. Tu n'as pas l'argent pour une bataille légale.
Dans 2 jours, tu n'auras plus rien. Et Clara sera morte. C'est fini, mon fils. Accepte-le. Non, ce n'est pas fini. Une nouvelle voix. Tous se retournèrent. Dans l'embrasure de la porte se tenait un homme âgé en costume impeccable. D'ailleurs, Jacques Beaumont, l'avocat personnel de Colette depuis 30 ans. « Maître Beaumont » souffla Colette. « Que faites-vous ici ?»« Mon travail, madame, pour la dernière fois. » Il s'avança, sortit une enveloppe de sa mallette. « J'ai ici tous les documents que vous m'avez fait préparer ces 20 dernières années. Les faux certificats de décès, les contrats avec les médecins corrompus, les ordres de transfert de Sylvie Villedieu, les modifications testamentaires frauduleuses, tout. » Le visage de Colette se vida de ses couleurs. « Vous n'oseriez pas. » J'ai fermé les yeux trop longtemps, par lâcheté et par peur, mais plus maintenant. Je témoignerai contre vous, et ces documents vous enverront en prison jusqu'à la fin de vos jours. Colette chancela, se rattrapa au bureau. Je vous paierai, le double, le triple. Nommez votre prix. Il n'y a pas de prix pour l'âme. Madame, et j'ai déjà perdu la mienne en vous servant. Il est temps de la racheter. Il tendit l'enveloppe à Gaspard. Tout est là. Les preuves irréfutables. Clara pourra être opérée. Vous pourrez récupérer votre héritage. Et elle ira là où elle mérite d'aller. Colette s'effondra dans son fauteuil, vieillie soudainement de 20 ans. Non, vous ne comprenez pas. J'ai fait ça pour la famille, pour protéger notre nom, notre sang. Notre sang est souillé, mère. Par toi, par ta cruauté, par ta folie. Gaspard se tourna vers ses filles. On y va. On va voir la police. On va tout leur raconter. Et elle va payer. Ils sortirent, laissant Colette seule dans son bureau, entourée des fantômes de ses crimes. Dehors, Clara s'effondra contre Aurélie. « J'ai mal, tellement mal. Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon. On va te soigner, je te le promets. » Mais dans ses bras, Clara tremblait, le visage gris, le souffle court. Le prix du sang était lourd, et il menaçait de tous les emporter. La salle de thérapie de l'hôpital Sainte-Anne baignait dans une lumière tamisée. Clara était allongée sur le divan, les yeux fermés, la respiration régulée par les exercices du DR. Rousseau, psychiatre spécialisé dans les traumatismes et la récupération mémorielle, elle guidait Clara à travers les brumes de son passé enfoui avec une patience infinie. « Respirez, Clara, lentement. Nous sommes en sécurité ici. Personne ne peut vous faire de mal. » Aurélie et Gaspard observaient depuis la petite pièce attenante, derrière la vitre sans teint. Chaque séance arrachait un peu plus de vérité, mais aussi un peu plus de douleur à Clara. « Vous êtes dans le mas, » continuait Dr Rousseau. « Vous avez 13 ans, votre mère était malade. Que se passe-t-il » Les paupières de Clara tremblèrent, sa respiration s'accéléra. Elle tousse. Du sang, il y a du sang partout, et elle est là. La méchante femme, elle regarde, et elle sourit. Que dit-elle ? Enfin, tu vas crever, et tu emporteras tes secrets dans ta tombe. Les mains de Clara se crispèrent sur le divan. Mais maman me regarde. Elle essaie de parler. Elle dit. Un sanglot la secoua. Le téléphone, dans la cave, caché. Tout est dedans. Donne-le à ton père. Derrière la vitre. Gaspard se redressa brusquement. Un téléphone, murmura-t-il. Sylvie avait un téléphone. Dire. Rousseau se pencha légèrement vers Clara. Où est ce téléphone, Clara ? Vous vous souvenez ? Dans le mur, derrière la pierre descellée, près du lit. Elle l'a caché là. Pendant des années, elle enregistrait tout ce que disait la méchante femme. Le cœur de Gaspard manqua un battement. Mon Dieu, des enregistrements. Sylvie a enregistré Colette. Je vais le chercher, souffla Aurélie. Maintenant, tout de suite. Il faut qu'elle nous donne des détails précis, l'emplacement exact. Des heures. Rousseau posa une main apaisante sur le bras de Clara. Clara, c'est très important. Pouvez-vous décrire exactement où se trouve cette pierre, comment la reconnaître ? Clara pleurait maintenant, les souvenirs la submergeant comme une vague. 3e pierre en partant du coin gauche. Près du sol, il y a une fissure. En forme de cœur. Maman disait que c'était notre cœur, notre secret. Et le téléphone est toujours là. Il fonctionne. Je ne sais pas. Quand elle était morte, j'ai voulu le prendre, mais elle est arrivée. Elle m'a chassée. Je n'ai pas pu.
Je n'ai pas pu le sauver. » Elle se redressa brusquement, les yeux ouverts, paniquée. « Il faut y aller. Il faut le récupérer avant qu'elle ne le trouve, avant qu'elle ne le détruise. » 2 heures plus tard, Aurélie et Gaspard étaient de retour au mât provençal. Cette fois, ils n'étaient pas seuls. Maître Beaumont les accompagnait, ainsi qu'un huissier et 2 détectives privés. Tout devait être documenté, officialisé, utilisable devant un tribunal. La descente dans la cave fut plus oppressante encore que la première fois. Maintenant qu'ils connaissaient l'histoire complète, chaque détail prenait une dimension cauchemardesque. Le lit où Sylvie avait souffert, la table où elle avait écrit son journal, les murs griffés de ses derniers mots d'amour. Gaspard compta les pierres depuis le coin gauche. 1, 2, 3. Là, une fissure en forme de cœur, presque invisible si on ne la cherchait pas. Il gratta le mortier avec un couteau, fit levier. La pierre bougea, derrière, une cavité, et dedans, enveloppé dans du plastique pour le protéger de l'humidité, un vieux téléphone portable, un Nokia ancien modèle, éteint, probablement déchargé, les mains tremblantes. Gaspard le sortit, l'huissier photographia tout, nota l'emplacement précis, l'heure, les témoins présents. Il faut le charger, voir ce qu'il contient. De retour à Paris, dans un cabinet d'avocats sécurisé, un expert en récupération de données électroniques prit en charge le téléphone. 3 heures de travail minutieux, puis enfin, j'ai récupéré tous les fichiers. Il y a, mon Dieu, il y a plus de 50 enregistrements audio. Étalés sur presque 20 ans, le silence dans la pièce était total. 50 enregistrements, 20 ans de captivité documentée. Faites-les écouter, ordonna Gaspard. Tous. Le premier fichier datait de la première année de captivité. La voix de Colette résonnait. Claire, cruelle, tu comprends maintenant, Sylvie. Tu n'es rien. Une serveuse qui s'est crue princesse. Gaspard te croit morte. Il ne te cherchera jamais. Et tes bâtardes, je les ai séparées. L'une est au couvent, l'autre restera ici pour te rappeler chaque jour ton échec. Tu ne les reverras jamais grandir ensemble, jamais. La voix de Sylvie, faible, suppliante. Pitié, laissez-moi au moins voir Aurélie, une fois, une seule fois. Jamais. Elle ne saura même pas que tu existes, elle pensera être orpheline. C'est mieux ainsi. Propre, nette. Aurélie porta la main à sa bouche. Entendre ses voix, sa mère suppliante, sa grand-mère monstrueuse, un autre enregistrement, plusieurs années plus tard. Clara tousse encore, elle est malade. Tant mieux, si elle meurt, ce sera un problème de moins. Une bouche de moins à nourrir. C'est votre petite fille, elle a 8 ans. Elle n'est rien pour moi, rien, comme toi, comme l'autre. Des erreurs, des accidents que je corrige petit à petit. Le fichier le plus terrible datait de 3 mois avant la mort de Sylvie. J'ai augmenté tes médicaments. Tu t'en es rendu compte. Ton cœur bat irrégulièrement maintenant, comme le mien qui bat la chamade de joie. Tu vas mourir bientôt, enfin. Et je dirai à Clara que c'est de ta faute, que tu étais faible, que tu l'as abandonnée. Vous êtes un monstre. Je suis une ville dieu. C'est différent! Gaspard pleurait ouvertement. Maître Beaumont prenait des notes frénétiquement. L'huissier documentait chaque fichier. Il y a aussi des coordonnées GPS, annonça l'expert informatique, enregistrées dans les métadonnées. Probablement l'emplacement exact de la sépulture. Il hésita. Puis, il y a un dernier fichier, enregistré le jour de sa mort. Vous voulez l'écouter? Gaspard hocha la tête, incapable de parler. La voix de Sylvie, à peine audible, mourante. Gaspard, mon amour, si tu entends ça un jour, pardon de ne pas avoir été plus forte. J'ai essayé, j'ai tout essayé, mais elle était trop puissante, trop cruelle. Une toux déchirante. Nos filles, elles sont belles, je le sens, je les ai portées, je les ai aimées même séparées d'elles. Dis-leur. Dis-leur que chaque jour sans elles était une torture, mais que chaque jour je pensais à elles, que je vivais pour elles. Un silence, une respiration sifflante. Ne leur en veux pas. Elles ne savent pas. Elles sont innocentes, comme toi. Seule Colette est coupable. Seule elle. La voix s'éteignit. On entendit des pas, puis la voix de Colette, glaciale. Enfin, tu t'éteins, comme une bougie pathétique. Bon débarras. Un bruit étouffé, Clara qui sanglotait dans l'enregistrement. Toi, la bâtarde,
Arrête de chialer. Ta mère est morte. C'est comme ça. Maintenant, tu vas nettoyer cette saleté et tu ne parleras jamais de ça. À personne. Ou je retrouve ta sœur et je la tue. Compris ? Oui, oui, grand-mère. Ne m'appelle jamais comme ça. Tu n'es rien pour moi. Rien. L'enregistrement s'arrêta. Le dernier, le testament audio de Sylvie et la confession involontaire de Colette, Aurélie sanglotait. Gaspard ne bougeait plus, le visage ravagé. Maître Beaumont posa son stylo. C'est suffisant. Plus que suffisant. Avec ça et les documents que j'ai fournis, Colette Villedieu sera condamnée pour meurtre, séquestration, falsification de documents, maltraitance sur mineur. Elle ne sortira jamais de prison. Il faut retrouver le corps, dit Gaspard d'une voix blanche. Sylvie mérite une vraie sépulture, un vrai repos. L'expert vérifia les coordonnées GPS. C'est à moins d'1 kilomètre du Mas, dans un champ de lavande. Je peux guider une équipe sur place. Faites-le, maintenant. La police débarqua à l'hôtel particulier des Villedieu à l'aube. Colette fut arrêtée dans son lit, en chemise de nuit de soie, les menottes claquant autour de ses poignets comme un affront ultime à sa dignité. Vous n'avez pas le droit. Je suis Colette Villedieu. Vous savez qui je suis. Oui, madame, une meurtrière. Ils l'emmenèrent, sous les flashs des photographes. La nouvelle fit les gros titres en moins d'1 heure. L'héritière du crime, Colette Villedieu, accusée du meurtre de sa belle-fille, dans le champ de lavande, les experts médico-légaux creusèrent à 2 mètres de profondeur. Ils trouvèrent les restes. Sylvie Villedieu, enterrée sans cérémonie, sans pierre tombale, comme un déchet. L'autopsie confirma. Cardiopathie induite par intoxication médicamenteuse chronique, meurtre par empoisonnement lent, prémédité, cruel, à l'hôpital. Clara écoutait les enregistrements, les larmes coulant sans fin. La voix de sa mère, enfin, après toutes ces années d'oubli forcé. Maintenant, elle se souvenait de tout. Les câlins volés, les chansons murmurées, l'amour désespéré d'une mère prisonnière. Elle m'aimait, répétait-elle. Elle m'aimait vraiment. Aurélie la serrait contre elle. Oui, elle nous aimait, toutes les deux. Et maintenant, elle aura justice. Mais Clara pâlissait de jour en jour. Son cœur, empoisonné par les mêmes médicaments que Sylvie, lâchait. L'ordonnance judiciaire était levée, mais les dégâts étaient un fait. Le temps manquait. Encore une fois, le palais de justice de Paris bruissait d'une agitation inhabituelle. Journalistes, caméras, foule compacte. L'affaire Villedieu était devenue l'obsession médiatique du moment. La matriarcat d'une des familles les plus puissantes de France accusée de meurtre, séquestration, torture, un scandale qui éclipsait tout le reste. Dans la salle d'audience, Colette Villedieu siégeait droite comme un i, vêtue d'un tailleur Chanel noir, perles au cou. Même menottée, même accusée, elle dégageait cette aura glaciale de supériorité. Ses avocats, les meilleurs, les plus chers, se tenaient autour d'elle comme une armée en formation de combat. De l'autre côté, Gaspard, Aurélie et Clara, Maître Beaumont dirigeait l'accusation, ses 30 ans de complicité silencieuse transformés en arme de destruction massive contre son ancienne patronne, le juge Mercier, 60 ans, regard sévère derrière ses lunettes, ouvrit la session. Madame Villedieu, vous êtes accusée de meurtre avec préméditation sur la personne de Sylvie Villedieu née Moreau, de séquestration aggravée, falsification de documents officiels, corruption de fonctionnaires et maltraitance sur mineurs. Comment plaidez-vous ? Colette leva le menton avec arrogance. Ah, non coupable, évidemment. Un murmure parcourut la salle. Maître Beaumont se leva, impeccable dans son costume gris. Votre honneur, nous allons démontrer que Madame Villedieu a orchestré pendant 20 ans un des crimes les plus abominables de notre époque. Elle a kidnappé sa belle-fille enceinte, falsifié sa mort, emprisonné cette jeune femme dans un mât isolé, séparé ses nouveau-nés, et empoisonné lentement aussi bien la mère que l'une des filles. Tout cela par obsession du contrôle et mépris de classe. L'avocat de Colette, Maître Dufresne, contra immédiatement « Pure invention. Ma cliente est une femme respectable, pilier de la société parisienne. Ces accusations reposent sur des documents douteux et les divagations d'une jeune femme traumatisée dont les souvenirs sont pour le moins. « Suspecte, suspecte !» explosa Gaspard depuis son siège. « Ma femme est morte, mes filles ont été volées. » Le juge frappa son marteau. « Monsieur Villedieu,
Contrôlez-vous, ou je vous fais expulser, maître Beaumont. Présentez vos preuves. Ce fut un défilé méthodique. Implacable. Les documents falsifiés fournis par Beaumont lui-même. Le témoignage du DER. Mercier de Cannes sur la nuit de la disparition. Le journal de Sylvie. Authentifié par des experts en graphologie. Les analyses ADN confirmant la filiation. Mais surtout, les enregistrements. 50 enregistrements audio de Colette avouant, menaçant, torturant verbalement. Sa voix résonnait dans le prétoire. Chaque mot un clou de plus dans son cercueil judiciaire. Tu n'es rien, une serveuse qui s'est crue princesse. Si elle meurt, ce sera un problème de moins. Je suis une ville-dieu, c'est différent. Les jurés pâlissaient, le public retenait son souffle. Même l'avocat de Colette semblait ébranlé. Ces enregistrements sont des faux, tenta-t-il faiblement, créés par intelligence artificielle. Ma cliente n'a jamais, l'expertise technique, coupa maître Beaumont, confirme l'authenticité, fréquence vocale, métadonnées, datation, tout est authentique. C'est bien la voix de Madame Villedieu, enregistrée sur une période de 20 ans. Il se tourna vers les jurés. Écoutez-la. Écoutez ce monstre se réjouir de la mort d'une innocente. Écoutez-la menacer une enfant de 8 ans. Écoutez-la assumer, sans une once de remords, ces crimes abominables. Un autre enregistrement. Le dernier. La voix mourante de Sylvie. Ses adieux à Gaspard. Ses mots d'amour à ses filles. Puis Colette, glaciale. Bon débarras. Clara sanglota. Aurélie la serra contre elle, dans le box des accusés. Colette ne bronchait pas, le visage de marbre. « Madame Villedieu, demanda le juge. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Colette se leva lentement, pour la première fois. Elle parla directement, sans passer par son avocat. Oui, j'ai quelque chose à dire. Le silence se fit, total, suspendu. J'ai protégé ma famille. C'est tout ce que j'ai fait. Sylvie Moreau n'était pas digne de mon fils. Une moins que rien qui voulait s'approprier notre nom, notre fortune. J'ai fait ce qui devait être fait pour préserver la pureté de notre lignée. Des cris d'indignation fusèrent dans la salle. Le juge frappa son marteau. Silence. Colette continuait, imperturbable. Ces deux filles sont des erreurs, des accidents. Elles ne méritèrent pas de porter le nom Villedieu. Alors oui, je les ai séparées. Oui, j'ai enfermé Sylvie. C'était nécessaire. C'était juste. Vous reconnaissez donc les faits ? Demanda le juge, stupéfait. Je reconnais avoir fait mon devoir, le devoir d'une mère, d'une gardienne de dynastie. Si c'est un crime, alors condamnez-moi. Mais je ne regrette rien. Rien. Un silence de mort tomba. Même son propre avocat la regardait avec horreur. Elle venait d'avouer, devant le tribunal, devant les caméras, devant la France entière. Maître Beaumont ne put retenir un sourire amer. « Votre honneur, l'accusé vient de confesser. Je demande la condamnation immédiate. » « Attendez, intervint maître Dufresne. Ma cliente est manifestement perturbée. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je sais parfaitement ce que je dis, coupa Colette. Je suis Colette Villedieu. Je ne mens pas, je ne me cache pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. Elle se tourna vers Gaspard, le regard brûlant de mépris. Et toi, mon fils, tu as trahi ton sang pour ces créatures. Tu es faible, comme ton père. C'est pour ça que j'ai dû tout contrôler. Parce que vous étiez tous trop faibles. Vous êtes folle. Souffla Gaspard, complètement folle. Non, lucide. Et même maintenant, même enfermée, je garderai cette lucidité. Vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Parce que j'ai tout prévu. Elle sourit. Terrible. Les comptes sont bloqués. Irrévocablement. Clara ne pourra pas être opérée. Elle mourra, comme sa mère. Et vous regarderez, impuissant. Aurélie bondit, retenue de justesse par les gardes. Vous êtes un monstre. Un monstre. Colette rit. Un rire cristallin, glaçant. Je suis une Villedieu. La dernière vraie Villedieu. Le lendemain, verdict, perpétuité. Colette Villedieu condamnée pour meurtre, séquestration, torture. Les juges recommandaient aucune possibilité de libération conditionnelle. Elle mourrait en prison, mais sa dernière menace planait. Les comptes restaient imbloqués, empêtrés dans des clauses légales complexes qu'elle avait fait rédiger des années auparavant. Débloquer les fonds prendrait des mois que Clara n'avait pas. À l'hôpital Tenon,
L'état de Clara se dégradait rapidement. Les médecins étaient à des formels, sans opération dans la semaine, son cœur lâcherait définitivement. « Il faut trouver une solution », répétait Aurélie. « Il doit y avoir quelque chose. » Gaspard avait vendu tout ce qu'il pouvait. Appartement, voiture, action personnelle. Mais ce n'était pas assez. L'opération nécessitait les meilleurs chirurgiens, un équipement de pointe, un coût astronomique. « Je peux hypothéquer les hôtels », proposa-t-il. « Ça prendra du temps, mais on n'a pas le temps. » Coupa le dri Arnaud. « Elle a 3 jours, peut-être 4. » Clara, consciente, sourit faiblement. « C'est bon, j'ai fait la paix. J'ai su la vérité. Maman m'aimait, vous m'aimez. C'est suffisant. »« Non !» cria Aurélie. « Non, ce n'est pas suffisant. Tu ne vas pas mourir. Pas maintenant. » Mais les heures passaient, inexorablement. Le cœur de Clara faiblissait. Les moniteurs ralentissaient. C'est alors qu'un miracle se produisit. Ou plutôt, une révolte. Les anciens employés du MAS, jardiniers, cuisinières, femmes de ménage, ceux qui avaient vu Sylvie prisonnière, qui avaient eu trop peur de parler pendant 20 ans, se manifestèrent, une trentaine de témoins, apportant chacun une pièce du puzzle, des preuves supplémentaires, des documents cachés, et surtout, l'emplacement d'un compte secret, un compte que Colette avait créé au cas où, rempli de millions détournés, accessible uniquement par reconnaissance biométrique, le sien et celui de Gaspard, ajouté par erreur par un employé bancaire 20 ans plus tôt. « C'est légal », demanda Gaspard. « Assez pour le débloquer immédiatement », confirma Maître Beaumont. « C'est de l'argent sale, certes, mais c'est votre argent, légalement, en 6 heures. » Les fonds étaient transférés, les chirurgiens mobilisés, Clara emmenée au bloc. « Tenez bon, ma fille », murmura Gaspard en embrassant son front. « Tenez bon. » Clara sourit, les yeux déjà voilés par l'anesthésie. « Papa, tu m'as appelé. Ta fille, tu l'es, depuis toujours. Je t'aime. Moi aussi, vous aussi, Aurélie. Je vous aime, tous les deux. » Les portes du bloc se refermèrent, dehors, dans la salle d'attente. Gaspard et Aurélie attendaient, ensemble. Enfin une famille, même brisée, même incomplète, même au bord du gouffre. Une famille. Les néons du bloc opératoire brillaient comme des étoiles froides. 8 heures. 8 heures que Clara était sur la table. Son cœur ouvert, manipulé par les mains expertes du professeur Levasseur, le meilleur chirurgien cardiaque d'Europe. 8 heures que Gaspard et Aurélie attendaient, suspendus entre espoir et terreur. La salle d'attente sentait le café froid et l'angoisse. Aurélie faisait les 100 pas, incapable de rester assise. Gaspard fixait la porte du bloc, comme s'il pouvait voir à travers. « Elle va s'en sortir », répétait Aurélie comme une prière. « Elle doit s'en sortir. Son cœur est abîmé. 20 ans d'empoisonnement. Les dégâts sont... » « Ne dis pas ça. Ne le dis pas. » Gaspard se leva, prit Aurélie dans ses bras. Elle se laissa aller, enfin, pleurant contre l'épaule de cet homme qui était son père. Un père trouvé trop tard, mais trouvé quand même. « J'ai perdu tant d'années avec vous, » murmura-t-il. « Tant d'années volées. Je ne peux pas perdre Clara maintenant. Pas maintenant que je sais qu'elle existe. On ne la perdra pas. Maman a survécu 20 ans pour nous. Clara survivra aussi. » Mais les heures s'étiraient. 9 heures, 10 heures. Le silence du couloir devenait assourdissant. Soudain, les portes du bloc s'ouvrirent. Le professeur Levasseur sortit, masque baissé, visage grave. Gaspard et Aurélie se précipitèrent. « Alors, comment va-t-elle » Le chirurgien retira ses gants lentement. Trop lentement. C'était plus compliqué que prévu. Les valves étaient détruites. Nous avons dû en remplacer 2. Le muscle cardiaque montrait des signes de nécrose avancée. Honnêtement, je ne sais pas comment elle a survécu jusqu'ici, mais elle va s'en sortir. Coupa Aurélie. « Dites-moi qu'elle va s'en sortir. » Un silence. Puis, elle est vivante. Pour l'instant, les prochaines 24 heures seront critiques. Son cœur est faible, très faible. Il peut lâcher à tout moment. Je veux la voir. Pas maintenant. Elle est en soins intensifs, sous sédation profonde. Dans quelques heures, peut-être. Il posa une main sur l'épaule de Gaspard. « Je ne vais pas vous mentir. Les chances de survie sont de 50%. Au mieux. Elle se bat. Mais son corps a subi trop de dégâts.
Il faut attendre. Et prier, si vous y croyez. Il s'éloigna, laissant derrière lui le poids terrible de l'incertitude. À la prison de Fleury-Mérogis, Colette Villedieu découvrait sa nouvelle réalité. Cellule de 4 mètres carrés, lit en fer, toilette dans un coin, l'odeur de désinfectant et de renfermé. La chute était totale, brutale. Une gardienne lui apporta le repas du soir, plateau en plastique, nourriture insipide. Colette le repoussa avec dégoût. « Je ne mange pas cette chose. C'est ça ou rien, madame. Ici, vous n'êtes plus une ville-dieu. Vous êtes le numéro 48532. » Colette la fusilla du regard, mais la gardienne ne s'y a pas. Ici, son nom ne valait rien, son argent ne valait rien. Elle n'était qu'une détenue parmi d'autres. Une meurtrière condamnée à perpétuité. Le soir tombait, dans la semi-obscurité de sa cellule, Colette se retrouvait seule avec ses pensées. Pour la première fois depuis des décennies, personne ne suivait ses ordres. Personne ne tremblait devant elle. Elle n'était plus rien. Des images défilaient dans sa tête. Sylvie, jeune et belle. Le jour où Gaspard l'avait présentée, ce sourire radieux, cette simplicité insupportable, cette joie qui contrastait avec tout ce que Colette représentait, elle l'avait haï immédiatement. Comment osait-elle? Une serveuse, une moins que rien dans sa famille, portant son nom. Alors elle avait planifié, méthodiquement, l'accident à Cannes, le mas isolé, la séparation des jumelles, tout pour effacer cette erreur, cette souillure, et maintenant elle payait, mais une part d'elle, cette part dure comme le diamant, refusait de regretter. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, protéger la dynastie, le nom, l'honneur, même si cet honneur était bâti sur le sang et les larmes. On frappa à la porte de sa cellule. Un gardien? Villedieu? Visite. Je ne reçois personne. C'est votre fils. Il insiste. Colette hésita. Gaspard, son fils, celui qu'elle avait voulu protéger, préserver, et qui maintenant la regardait comme une étrangère. Une ennemie? Faites-le entrer. Le parloir était petit, séparé par une vitre épaisse. Téléphone pour communiquer. Gaspard s'assit de l'autre côté, le visage fermé. Colette décrocha le combiné. Lui aussi. « Pourquoi es-tu venue ? » ?»« Pour te dire que Clara est en salle d'opération. Qu'elle se bat pour survivre aux dégâts que tu lui as infligés. Elle est faible, comme sa mère. Elle est forte, plus forte que toi, parce qu'elle aime, parce qu'elle pardonne. »« Pardonner » ricana Colette. « C'est un luxe pour les faibles. »« Non, c'est une force que tu n'as jamais eue. » Gaspard se pencha vers la vitre. « Tu sais ce qui est ironique. Tu as passé ta vie à protéger le nom Villedieu, et c'est toi qui l'as détruit, complètement, définitivement maintenant. Quand les gens entendent Villedieu, ils pensent à toi, au monstre, à la meurtrière. Félicitations, maman, tu as gagné. » Colette sentit quelque chose se fissurer en elle, mais elle ne le montra pas. « Je n'ai pas besoin de ton pardon, ni du leur. J'ai fait ce qui était juste. Juste. Tu as tué une innocente. Tu as volé mes filles. Tu as empoisonné ta propre petite fille. C'est ça, ta définition de la justice. C'était nécessaire. Pour qui? Pourquoi? Pour ton ego démesuré, ta fierté malade. » Le silence tomba entre eux, lourd, chargé de 30 ans de mensonges et de manipulations. « Je ne reviendrai pas, » dit finalement Gaspard. « C'est la dernière fois que je te vois. Tu mourras ici, seul, sans famille, sans amour, exactement comme tu as fait mourir Sylvie. » Il se leva pour partir. Colette raccrocha brutalement le combiné, mais ne put s'empêcher de crier à travers la vitre. « Tu regretteras, ils te détruiront, ces filles. Elles prendront tout et te laisseront vide. » Gaspard s'arrêta, se retourna une dernière fois. « Elles m'ont déjà tout donné. Une famille, un sens, quelque chose que tu n'as jamais compris. Adieu, mère. » Ou plutôt, adieu. Numéro 46132. Il sortit. Colette resta seule derrière la vitre, regardant la porte se refermer. Pour la première fois, véritablement seule, sans pouvoir, sans contrôle, sans rien. Et dans ce rien, quelque chose d'étrange, d'inhabituel, commença à émerger. Pas du remords, pas encore, mais une fissure, un tout petit doute. Avait-elle eu tort? À l'hôpital, les heures passaient.
Clara était transférée en soins intensifs, entourée de machines, de tubes, de moniteurs bipant faiblement. Gaspard et Aurélie purent enfin la voir. À travers une vitre, de loin, elle paraissait si petite, si fragile, un oiseau blessé suspendu entre deux mondes. « Batte-toi », murmura Aurélie. « S'il te plaît, batte-toi, pour maman, pour nous, pour toi. » Les heures devinrent jours. 48 heures critiques, 72 heures. Clara ne se réveillait pas, son cœur battait, artificiellement maintenu, mais faible, si faible. Les médecins parlèrent de complications, d'infections possibles, de rejet. Les 50% de chances diminuaient. Il faut la laisser partir, dit doucement le Dr Arnaud au 4e jour. Son corps ne répond plus. Elle est en train de s'éteindre. Non, refusa Aurélie. Donnez-lui encore du temps. Encore un peu. Mademoiselle, elle souffre. Les machines la maintiennent. Mais, un jour, donnez-lui un jour de plus. Gaspard approuva silencieusement. Un jour, un dernier jour. Cette nuit-là, Aurélie s'assit près de Clara, autorisée enfin à entrer. Gantée, masquée, elle prit la main froide de sa sœur, sa jumelle. « Tu te souviens ?» murmura-t-elle. « Quand je t'ai trouvée à la gare, tu étais si petite, si terrorisée, et je t'ai promis que je te protégerais. Toujours. Alors je suis là. Je tiens ma promesse. Mais maintenant, c'est toi qui dois tenir la tienne. Tu m'as dit qu'on serait toujours ensemble. Tu te souviens ? Les moniteurs bipaient faiblement, inchangés. Maman nous a aimés. Papa nous aime. Moi je t'aime. Alors reviens, reviens, et on sera une vraie famille, comme maman le voulait, s'il te plaît. » Les larmes coulaient sous le masque. Aurélie posa sa tête contre le lit, épuisée, vidée. « S'il te plaît, Clara, ne me laisse pas seule. » Le silence de la nuit tombait sur l'hôpital. Les machines continuaient leur balai mécanique. Le cœur de Clara battait, fragile, suspendu à un fil. Et soudain, un mouvement, imperceptible, les doigts de Clara se resserrèrent, légèrement, autour de ceux d'Aurélie. Aurélie releva la tête brusquement. Clara, Clara. Les paupières de Clara frémirent, s'ouvrirent lentement. Son regard encore voilé chercha Aurélie, la trouva. Ses lèvres bougèrent, formant un mot silencieux. « Sœur, oui, oui, je suis là. Tu es là. Tu es revenue. » Les moniteurs s'accélérèrent. Pas dangereusement, juste, vivant. Clara respirait seule, regardait, vivait. Le dehors, Arnaud entra en courant, alerté par les changements. Il vérifia les constantes, incrédule. C'est impossible, son cœur. Il bat, normalement, il se stabilise. C'est un miracle, souffla une infirmière. Non, murmura Aurélie, serrant la main de Clara. C'est l'amour qui refuse de mourir. Clara sourit faiblement, et pour la première fois depuis des semaines, la mort recula, vaincue par quelque chose de plus fort qu'elle. Une famille, enfin réunie. 3 mois plus tard, le printemps explosait sur Paris avec une violence douce. Les marronniers du jardin du Luxembourg se couvraient de fleurs blanches. L'air sentait la pluie fraîche et les nouvelles pousses. Clara marchait lentement dans l'allée, appuyée sur le bras d'Aurélie. Chaque pas était une victoire. Chaque respiration, un miracle. « Doucement », dit Aurélie. Le Dr Arnaud a dit pas plus de 20 minutes. « J'en ai marre d'être traitée comme du verre. Je vais bien. Regarde. » Elle fit quelques pas seule, titubant légèrement, mais debout, vivante. Gaspard marchait derrière elle, un sourire ému aux lèvres. Sa fille, ses filles, ensemble. Enfin, la convalescence avait été longue, douloureuse. 2 semaines en soins intensifs, 1 mois en rééducation cardiaque, des séances de kinésithérapie épuisantes. Mais Clara avait tenu. Son nouveau cœur, reconstruit, réparé, battait régulièrement, fermement, comme s'il compensait toutes ces années de faiblesse. « Tu as des nouvelles du procès en appel de Colette ?» demanda Clara en se rasseyant sur un banc. Gaspard s'assombrit. Elle maintient sa position. Aucun remords, aucune excuse. Ses avocats essaient de plaider la démence, mais les experts psychiatriques sont formels. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle était lucide, cruelle, mais lucide. « Elle va mourir en prison », dit Aurélie sans émotion. « Oui, et elle le mérite. » Un silence tomba, pas inconfortable,
juste, lourd de tout ce qui s'était passé. « J'ai reçu une lettre, » dit soudain Clara, « de la prison. » D'elle, Aurélie et Gaspard se retournèrent brusquement. « Quoi ? Tu l'as lu ? » ?»« Oui. » Clara sortit l'enveloppe de sa poche, papier standard de prison, écriture élégante, inchangée malgré l'enfermement. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Clara déplia la lettre, lut à voix haute. « Clara, je ne demande pas pardon. Je ne le ferai jamais. Ce que j'ai fait était nécessaire. Du moins, c'est ce que je croyais. Tu n'étais pas censée survivre. Ta mère non plus. Et pourtant, vous voilà, toutes les trois. Oh, victorieuse, je ne comprends pas l'amour. Je ne l'ai jamais compris. Pour moi, c'était une faiblesse, une vulnérabilité à éliminer. J'ai passé ma vie à construire des murs, à contrôler, à dominer, et maintenant je meurs entourée de ces murs. Seule, exactement comme tu l'avais dit. Gaspard, Clara, tu es plus forte que je ne le pensais, plus forte que ta mère, peut-être même plus forte que moi. Utilise cette force, construis ce que j'ai détruit, vis ce que j'ai empêché. Je ne demande rien en retour. Je n'attends rien. C'est juste un constat, une lucidité tardive. Colette Villedieu. Le silence qui suivit était chargé d'émotions contradictoires. Pas vraiment des excuses, pas vraiment du remords, juste une reconnaissance, un aveu, peut-être. Ou simplement la dernière manipulation d'une femme qui ne savait faire que ça. Elle ne changera jamais, dit Gaspard amèrement. Même maintenant, elle cherche à contrôler, à nous atteindre. Peut-être, murmura Clara, ou peut-être qu'elle commence à comprendre. Trop tard, mais quand même. Tu lui pardonnes, demanda Aurélie, incrédule. Non, jamais. Mais je la comprends un peu. La peur, la solitude, le besoin désespéré de contrôle quand tout vous échappe. C'est juste triste, pathétique, même. Clara replia la lettre, la remit dans sa poche. Mais elle a raison sur un point. Je suis forte, on est forte, et on va reconstruire ce qu'elle a détruit. Le lendemain, ils se rendirent au mât provençal, mais ce n'était plus le mas de l'horreur. Les bulldozers avaient tout rasé. La maison, la cave-prison, chaque pierre qui avait vu souffrir Sylvie, à la place, un jardin, vaste, lumineux, avec des allées de gravier blanc et des massifs de lavande. Pas pour se souvenir de la prison, mais pour transformer le symbole. La lavande de la captivité devenait lavande de la liberté. Au centre, un mausolée simple, marbre blanc, sobre, élégant, une seule inscription. Sylvie Villedieu, Moreau mère aimante, épouse dévouée prisonnière 20 ans, libre pour l'éternité 1985-2005. Aurélie déposa le médaillon sur le marbre. Le médaillon restauré, nettoyé, brillant comme au premier jour. À l'intérieur, la photo de Sylvie souriait, jeune et heureuse, avant que tout ne bascule. « Maman », murmura Clara, les larmes coulant librement. « On est là, on est venu, comme tu l'espérais. » Gaspard s'agenouilla, posa sa main sur le marbre froid. « Pardon, pardon de ne pas t'avoir trouvé. Pardon de ne pas avoir été assez fort. Pardon pour toutes ces années perdues. Elle ne t'en voulait pas, » dit Aurélie doucement, dans sa lettre. Elle l'a écrit. Tu étais innocent. On était tous innocents, sauf elle, Colette, toujours elle, le fantôme qui hantait encore leurs pensées. Il faut qu'on lise la lettre, dit soudain Clara, celle que maman a laissée, la vraie, celle du médaillon. Aurélie ouvrit le médaillon avec précaution. À l'intérieur, cousue dans le tissu du fond, une lettre microscopique, les derniers mots de Sylvie, écrits avec un stylo presque invisible, pliés 1000 fois pour tenir dans cet espace minuscule. Clara la déplia, lut à voix haute d'une voix tremblante. « Mes Amada Phila, Aurélie et Clara, si vous lisez ceci, c'est que vous avez trouvé la vérité, que vous avez retrouvé votre père, mon Gaspard, mon amour. Je meurs lentement dans cette cave, mais je meurs en pensant à vous. Chaque jour, je vous imagine grandissant, riant, vivant, libre. C'est cette image qui me garde en vie, qui m'empêche d'abandonner. Aurélie, ma première-née, 3 minutes avant ta sœur, on t'a arraché de mes bras à peine née. Je n'ai même pas pu te tenir, mais je t'ai aimée, chaque seconde de ces 20 ans. Je t'ai aimée, Clara, ma petite guerrière, gardée près de moi comme torture, transformée en domestique pour me briser, mais tu as été ma force,
Ton sourire, même rare, même craintif, illuminait cette prison. Je suis désolée, tellement désolée de ne pas avoir pu te protéger. Ne gardez pas de haine. La haine est ce qui a détruit Colette. Elle a passé sa vie à haïr tout ce qu'elle ne pouvait contrôler. Et regardez où ça l'a menée. Ne soyez pas comme elle. Soyez comme l'amour que j'ai pour vous. Inconditionnel, libre, éternel. Gaspard, mon étoile, ne te sens pas coupable. Tu n'as rien fait de mal. Tu as aimé, tu as essayé. C'est tout ce qu'on pouvait faire face à un monstre. Maintenant, aime nos filles. Donne-leur ce qu'on nous a volé. Une famille, une vraie. Vivez, vivez pour l'amour qu'on nous a refusé. Soyez libres du passé. Construisez l'avenir que je ne verrai jamais. Et n'oubliez pas, même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour trouve un chemin. Vous êtes ce chemin. Je vous aime, pour toujours. Au-delà de la mort, au-delà du temps. Votre maman qui ne vous a jamais quitté. Sylvie. Le silence qui suivit était sacré. Les trois pleuraient ouvertement, sans honte, sans retenue. La pluie commença à tomber doucement, comme des larmes du ciel. Des larmes pour Sylvie, pour les années perdues, pour l'amour qui avait survécu à tout. Elle avait raison, dit finalement Aurélie. L'amour a trouvé un chemin, à travers 20 ans de mensonges, à travers la mort, à travers tout. Il nous a trouvés. Clara se leva, faible mais déterminée. Alors on va vivre comme elle le voulait. Pour elle, pour nous. Gaspard se redressa, essuya ses larmes. Oui, on va vivre et reconstruire tout ce que Colette a détruit. On va le rebâtir, en mieux, plus fort, plus vrai. Ils restèrent encore un moment près du mausolée, unis dans leur douleur et leur espoir. Une famille brisée, reconstituée, guérissant lentement. De retour à Paris, les formalités légales furent enfin réglées. Aurélie et Clara officiellement reconnues comme héritières Villedieu. L'empire hôtelier restructuré, nettoyé des manipulations de Colette, Gaspard céda le contrôle actif, gardant seulement un rôle consultatif. Il voulait du temps avec ses filles, du temps perdu à rattraper. Le grand hôtel du Louvre fut transformé. Aurélie, avec sa connaissance intime du travail invisible, lança un programme social révolutionnaire, salaire décent pour le personnel, assurance santé complète, crèche pour les enfants des employés, formation continue, respect, dignité. Ce sont eux qui font briller cet endroit, disait-elle. Il est temps qu'on les voie, qu'on les respecte. Clara, elle, commença des études de droit, spécialisation en droit de la famille et protection des mineurs. Plus jamais, répétait-elle, plus jamais un enfant ne sera volé comme on l'a été. Plus jamais une mère ne sera emprisonnée comme maman. Je me battrai pour ça. Et Gaspard. Gaspard apprenait à être père, maladroitement, tendrement. Il découvrait les petites choses, les cafés du matin avec Aurélie, les promenades lentes avec Clara, les rires, les silences complices, tout ce qu'on lui avait volé. Un soir, assis tous les trois dans l'appartement qu'ils partagèrent maintenant, refusant de vivre dans l'hôtel particulier hanté de Colette, Aurélie leva son verre. « À maman, qui nous a gardés en vie même morte. »« À maman ?» répéta Clara. « À Sylvie, » dit Gaspard, la voix brisée. « Mon étoile, notre étoile à tous. » Ils trinquèrent, 3 verres qui se touchaient, 3 vies qui se reconstruisaient. Dehors, Paris brillait de 1000 lumières. Et quelque part, dans un cimetière transformé en jardin, Sylvie reposait enfin, en paix, entourée d'amour, libre. Après 20 ans de nuit, l'aube se levait enfin. 2 ans plus tard, le jardin mémorial baignait dans une lumière dorée de fin d'après-midi. Les champs de lavande ondulaient sous la brise provençale, leur parfum se mêlant à l'odeur de la terre chaude. Le mausolée de Sylvie se dressait au centre, blanc et pur, entouré de roses blanches que Clara venait planter chaque mois. Une allée de gravier menait à l'entrée du jardin, désormais ouvert au public. Un lieu de mémoire, mais aussi d'espoir. Une plaque à l'entrée racontait l'histoire, sans détails sordides, mais avec vérité, en mémoire de Sylvie Villedieu et de toutes les victimes de violences familiales. Que leur souffrance ne soit jamais oubliée, que leur courage inspire la justice. Aurélie marchait lentement dans l'allée. Gaspard d'un côté, Clara de l'autre. 2 ans depuis la fin du cauchemar.
2 ans de reconstruction, de guérison, de vie retrouvée. Clara avait changé, plus de pâleur maladive, plus de fragilité extrême. Elle portait maintenant une robe d'été légère, ses cheveux longs attachés simplement, un sourire lumineux sur le visage. Son cœur battait fort, régulier, vivant. Elle venait de terminer sa 2e année de droit avec mention. Son mémoire sur les droits des victimes de séquestration familiale avait été publié dans une revue juridique prestigieuse. Aurélie, elle, rayonnait d'une assurance nouvelle, directrice adjointe du Grand Hôtel du Louvre. Elle avait transformé l'établissement en modèle social. Les médias parlaient de « la révolution Villedieu », une entreprise où le personnel comptait autant que les clients, où la dignité n'était pas un luxe, mais un droit. Gaspard avait vieilli, mais d'une bonne manière. Les rides autour de ses yeux étaient celles du rire, pas de la douleur. Il avait vendu la moitié de son empire, gardant seulement ce qui lui permettait de vivre confortablement. Le reste, donné à des associations, à des refuges pour femmes battues, à des programmes d'aide aux enfants séparés de leurs parents. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement à Aurélie. Elle hocha la tête, serrant le médaillon dans sa main, le médaillon restauré, nettoyé, réparé par un joaillier qui avait pleuré en entendant son histoire. Il brillait comme au premier jour, l'or réchauffé par le soleil provençal. Ils s'approchèrent du mausolée. Des fleurs fraîches couvraient déjà le marbre. Des visiteurs anonymes, touchés par l'histoire, venus rendre hommage. Aurélie déposa le médaillon avec une douceur infinie, comme si elle le confiait à sa mère. « Maman », murmura-t-elle, « on est là, tous les 3, comme tu l'espérais, comme tu l'as voulu si fort que ça a fini par se réaliser. » Clara s'agenouilla, sortit la lettre, la vraie lettre, celle du médaillon, maintenant encadrée, protégée. Elle la relisait souvent. Ces mots d'amour qui avaient traversé 20 ans de ténèbres. « Tu nous as dit de vivre pour l'amour qu'on nous a refusé. On le fait. Maman, chaque jour, papa nous emmène au cinéma. Aurélie m'apprend à cuisiner. Très mal d'ailleurs. Un rire léger, tendre. On est une famille. Une vraie, bordélique, imparfaite, mais vraie. Et tout ça, c'est grâce à toi, à ta force, à ton amour qui a refusé de mourir. » Gaspard s'accroupit à son tour, posa sa main sur le marbre. « Sylvie, mon étoile, tu m'as donné les plus beaux cadeaux du monde. Aurélie, si déterminée, si forte. Clara, si courageuse, si lumineuse. Elles sont toi, elles sont nous, elles sont l'amour qui a survécu à la haine. » Il ferma les yeux, la voix tremblante. « Je ne t'oublierai jamais, pas un jour, pas une heure. Tu es dans chaque sourire d'Aurélie, dans chaque victoire de Clara, dans chaque battement de nos cœurs réunis. » Le silence tomba, paisible. Seul le vent dans la lavande, le chant lointain des cigales, la douceur du soir qui descendait. Clara sortit alors la lettre de sa poche, celle de Sylvie, celle cousue dans le médaillon. Elle la lut à voix haute, une dernière fois, sous le ciel qui rosissait. « Mes Amada Phila, Aurélie et Clara, si vous lisez ceci, c'est que vous avez trouvé votre père, mon Gaspard, mon amour. Ne gardez pas de haine. La haine est ce qui a détruit Colette. Ne soyez pas comme elle. Soyez comme l'amour que j'ai pour vous. Inconditionnel, libre, éternel. Vivez pour l'amour qu'on nous a refusé. Soyez libres du passé. Construisez l'avenir que je ne verrai jamais. Et n'oubliez pas, même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour trouve un chemin. Vous êtes ce chemin. Je vous aime, pour toujours, au-delà de la mort, au-delà du temps. Votre maman qui ne vous a jamais quitté. Sylvie. » Les larmes coulaient librement, pas de tristesse pure, mais un mélange de douleur et de gratitude. Douleur pour ce qui avait été perdu, gratitude pour ce qui avait été retrouvé. Aurélie essuya ses larmes, sourit à travers elles. « On a réussi, maman. On est libre. On s'aime. On vit. Exactement comme tu le voulais. » Une pluie fine commença à tomber, douce, presque caressante, comme une bénédiction. Les gouttes perlaient sur le marbre blanc, sur les pétales de rose, sur le médaillon doré. Gaspard passa ses bras autour de ses filles. Elles se serrèrent contre lui, formant un cercle parfait, une famille, enfin, complète dans son incomplétude, heureuse dans sa douleur guérie. « Je vous aime », murmura-t-il, « tellement, je ne vous laisserai plus jamais. Plus jamais. On sait, papa.
répondit Aurélie. On sait, on t'aime aussi, ajouta Clara. Ils restèrent ainsi, embrassés, tandis que la pluie tombait doucement. Le ciel pleurait avec eux, pour eux, les lavant de 20 ans de souffrance. Alors qu'ils se préparaient à partir, Clara s'arrêta brusquement. Regardez, elle pointait vers l'entrée du jardin. Une jeune femme se tenait là, immobile, les observant. 20 ans environ, cheveux noirs, yeux intenses. Elle tenait quelque chose dans sa main, quelque chose qui brillait au soleil couchant. Aurélie plissa les yeux. Qu'est-ce qu'elle tient? La jeune femme s'approcha lentement. Hésitante, à mesure qu'elle avançait, l'objet dans sa main devenait plus visible. Un médaillon, doré, ovale, identique à celui d'Aurélie. Le monde sembla s'arrêter. Non, souffla Gaspard, ce n'est pas possible. La jeune femme arriva à leur hauteur. De près, la ressemblance était troublante. Les mêmes yeux que Clara, le même port de tête qu'Aurélie. Quelque chose de Sylvie dans le sourire hésitant. « Bonjour », dit-elle d'une voix tremblante. « Je m'appelle Émilie, Émilie Moreau. J'ai été adoptée il y a 20 ans. Et récemment, j'ai retrouvé ça dans les affaires de ma mère adoptive décédée. » Elle ouvrit le médaillon, à l'intérieur, une photo, la même femme, Sylvie, et au dos, gravé, pour ma 3e étoile. Le silence qui tomba était assourdissant. « 3e, répéta Aurélie, la voix blanche. « Je ne comprends pas, continua Émilie, mais en cherchant, j'ai trouvé des articles sur votre histoire, sur Sylvie Villedieu, et je pense que je suis peut-être... » Elle ne termina pas. Clara chancela. Gaspard la rattrapa. « Livide, des triplés, murmura-t-il. Mon Dieu, Sylvie était enceinte de triplés. » Aurélie regarda le médaillon, puis celui qu'elle venait de déposer sur le mausolée, puis celui d'Émilie. 3 médaillons, 3 filles, 3 étoiles. Colette, dit-elle soudain. Elle a dit « les bâtardes », au pluriel, toujours au pluriel. On pensait qu'elle parlait de nous 2, mais elle parlait de 3, termina Clara. Elle a séparé 3 sœurs, pas 2. Émilie sortit une enveloppe de son sac. Il y avait aussi ça, une lettre de ma mère adoptive. Elle dit qu'on lui a donné un bébé il y a 20 ans, en secret, beaucoup d'argent, ordre de ne jamais parler. Elle l'a gardé par culpabilité. Quand elle est morte, j'ai tout trouvé. Elle tendit l'enveloppe à Gaspard. Il l'a lue, les mains tremblantes. Une lettre de Colette, confirmant le paiement, l'adoption secrète, la 3e fille, celle qu'elle avait vendue pour être sûre qu'aucune trace ne subsiste, une de plus à effacer, murmura Gaspard. Elle en a gardé une pour torturer Sylvie, mis une au couvent et vendu la 3e pour être certaine que nous ne nous retrouverions jamais. Émilie pleurait maintenant. Alors c'est vrai, vous êtes mes sœurs. Aurélie la regarda. Cette inconnue, cette étrangère, cette sœur, une 3e sœur dont elles ignoraient l'existence. Un dernier secret de Colette, une dernière cruauté, mais aussi peut-être un dernier miracle. Il faut faire un test ADN, dit-elle prudemment, pour être sûre. Mais si c'est vrai, termina Clara en s'approchant d'Émilie. Alors bienvenue dans la famille la plus dysfonctionnelle de France. Émilie rit à travers ses larmes. Clara aussi, puis Aurélie, puis Gaspard. Un rire libérateur, incrédule, rempli d'espoir et de douleur mêlée. 4 personnes debout devant le mausolée de Sylvie, peut-être bientôt 5, si Émilie était vraiment leur sœur. Une famille reconstituée pièce par pièce, secret par secret, miracle par miracle. Le soleil se couchait complètement maintenant. Embrasant le ciel de rouge et d'or, la pluie avait cessé. Un arc-en-ciel timide apparaissait à l'horizon, sur le marbre blanc. Le médaillon brillait. 3 médaillons pour 3 sœurs, 3 étoiles pour Sylvie, 3 chemins qui convergeaient enfin. « Maman », murmura Aurélie en regardant le ciel, « tu nous as toutes retrouvées, même celles qu'on ne savait pas perdues. » Le vent souffla doucement, faisant danser la lavande, comme une réponse, comme une approbation. L'histoire n'était pas finie. Elle continuait, se transformait, évoluait, parce que certains secrets ont plus d'une clé, et certains amours, plus d'un chemin pour se retrouver.